Rebonjour à tous. Donc, après avoir étudié les applications des propriétés fondamentales du déterminant en termes de calcul, on va voir une application un peu plus théorique et que je vous ai promis de longue date, le rapport entre les déterminants et les familles. Donc, plus spécifiquement, vu que c'est des familles de n vecteurs dans un Rn ou dans Cn, le rapport entre déterminant et base. Et donc la proposition, elle est toute simple. Si j'ai une famille de n vecteurs V1 patati patata jusqu'à Vn dans Kn, alors son déterminant, le déterminant de cette famille de vecteurs est non nul si et seulement si cette famille est une base. On va voir que ça découle des propriétés qu'on a vues précédemment. Donc on va faire ça, vu que c'est un si et seulement si, on va faire ça par double implication. Donc on commence par supposer que la famille des VI est une base, et on va montrer que son déterminant est non nul. Et on va faire ça par l'absurde, on va supposer dans un premier temps que le déterminant fait 0 et voir ce que ça donne. Donc, considérons la base canonique de Kn. Donc vous vous rappelez, le vecteur du coup E1 c'est le vecteur 1, 0, 0, 0, 0, patati patata, n fois. E2 c'est le vecteur 0, 1, 0, 0, 0, etc. etc. jusqu'à En qui est le vecteur 0, 0, 0, 0, 1. Maintenant, puisque la famille des VI, on a supposé que c'était une base, alors on va pouvoir écrire chacun des EJ dans la base V1, V2, patati patata jusqu'à Vn. Autrement dit, chaque EJ, on va pouvoir l'écrire comme une combinaison linéaire des VI auxquels je vais donner, pas très innocemment, le nom AIJ. Donc EJ, écrit dans la base VI, ça va être les sommes des AIJ VI. Et donc vous voyez que les AIJ vont nous donner une matrice, d'où les colonnes du coup. Pour J fixé, on obtient les coordonnées A1J, A2J, etc. jusqu'à ANJ du vecteur EJ de la base canonique dans la base V1, V2, patati patata jusqu'à Vn. C'est en quelque sorte la matrice de passage de la base V1, patati patata jusqu'à Vn vers la base canonique. Ok? Mais du coup, ce que ça nous dit, c'est que maintenant, on a deux expressions pour chaque vecteur EJ, celle qu'on connaît bien, 1, 0, patati patata, et une expression en fonction des VI. Du coup, on a deux façons différentes de calculer le déterminant de la famille E1, E2, patati patata jusqu'à En, le déterminant associé à la base canonique. La première façon, c'est de remarquer que si je prends les vecteurs de la base canonique et que je les mets en rang d'oignon, j'obtiens une matrice qui n'est autre que la matrice identité. Et ça, d'après la première propriété dans la proposition qu'on a démontrée un peu plus avant, là, les propriétés fondamentales du déterminant, le déterminant de la matrice identité, on a dit que ça faisait 1. Donc le déterminant de la famille E1, E2, patati patata jusqu'à En, ça fait 1. Maintenant, E1, je peux le remplacer par la somme des AI1 VI. E2, c'est la somme des AI2 VI. Patati patata, En, c'est la somme des AIN VI. Et ce qu'on a vu, c'était la deuxième propriété dans notre proposition sur les propriétés fondamentales du déterminant, c'est qu'on peut sortir colonne par colonne les sommes et les produits. Donc si je fais ça avec la première colonne, je vois qu'en fait, je vais obtenir la somme de I, ce déterminant, pardon, il va être égal à la somme de I égale 1 à N des AI1 fois déterminant de VI, puis il va y avoir toutes les autres sommes ici. Et je fais ça avec toutes les autres sommes, donc ça va sortir tout un paquet de coefficients. Et le déterminant du coup de E1 patati patata jusqu'à En, ça va être une somme de termes où j'aurai d-1 puissance k, où j'aurai tout un paquet de AI1, AI2, patati patata, AIN jusqu'à N, fois le déterminant des vecteurs V1, V2, patati patata jusqu'à Vn, un peu dans n'importe quel ordre. Et on a dit que je pouvais les remettre dans l'ordre, ça va juste faire apparaître d-1. Donc en fait, ce déterminant-là, ça va être horriblement long à calculer et à faire sortir tous les coefficients, mais dans l'idée, ce qu'on va avoir, c'est un facteur moins 1 puissance k qu'on aura obtenu en remettant dans l'ordre les vecteurs VI qui apparaissent dans les différentes sommes ici, un paquet de coefficients AIJ, et le déterminant de V1 patati patata jusqu'à Vn. Or, ce déterminant, j'avais supposé qu'il faisait 0. Donc chacun de ces termes, il fait 0, et donc leur somme fait aussi 0. Donc j'obtiens que le déterminant de la famille de la base canonique, de la famille E1 patati patata jusqu'à En, ça devrait me faire 0, puisque c'est une somme de termes qui sont tous nuls. Et ça, c'est pas possible, parce que j'avais dit que ça faisait 1. Donc si jamais le déterminant est une base,
Si jamais V1 patati patata jusqu'à Vn pardon, est une base, alors son déterminant ne peut pas faire 0. C'est ce qu'on vient de démontrer. Donc encore une fois, le calcul ici était peut-être un peu rapide, mais tout ce qu'il s'agit d'observer, c'est de voir qu'en fait, je peux développer les combinaisons linéaires, donc les sommes, et sortir les AIJ dans chacune des colonnes de la matrice. Ça va faire un paquet de termes, mais ils vont tous être de la même forme. Un signe fois un paquet de AIJ fois le déterminant des VI. Ok, donc si on a une base, alors le déterminant est non nul. Il nous reste à montrer que si V1 patati patata jusqu'à Vn n'est pas une base, alors son déterminant est nul, et du coup on aura bien l'équivalence. Donc en quelque sorte, la deuxième implication, on l'a fait par contraposé. Qu'est-ce qui se passe si les VI ne forment pas une base? Du coup, ça doit être une famille liée. Pourquoi? Parce que si c'était une famille libre, ce serait une famille libre à n vecteurs dans Kn, et Kn est de dimension n. Donc si c'était une famille libre à n vecteurs dans Kn, ce serait une base. Comme c'est pas une base, c'est que ça doit être une famille pas libre, autrement dit une famille liée. Or, on a dit que ça voulait dire quoi, une famille liée? Ça veut dire que l'un des VK, il doit être combinaison linéaire des autres. Vous vous rappelez, on avait dit qu'une famille liée, c'est une famille où il y a des vecteurs en trop, c'est-à-dire des vecteurs qui en fait s'expriment en fonction des autres et qui donc sont donc pas indépendants des autres et donc qui servent à rien pour engendrer l'espace vectoriel. Donc histoire de simplifier un peu la vie, on va dire que Vn est combinaison linéaire des autres vecteurs de la famille. Donc il va exister des scalaires, lambda 1 jusqu'à lambda n-1, tels que Vn est la combinaison linéaire des VI jusqu'à n-1, donc lambda 1 V1 plus lambda 2 V2, patati patata, plus lambda n-1, Vn-1. Qu'est-ce que ça nous dit du coup sur le déterminant? Du coup, le déterminant de la famille V1, V2, patati patata jusqu'à Vn, on voit que je peux remplacer Vn ici par cette combinaison linéaire là. Donc Vn, je le remplace par lambda 1 V1, lambda 2 V2, patati patata, lambda n-1, Vn-1. Et là, je vais encore utiliser la linéarité du déterminant par rapport à chaque colonne. Donc je vais développer par rapport à cette dernière colonne. Je vais sortir toutes les sommes et sortir les lambda i, et ça me donne lambda 1 déterminant de V1 patati patata jusqu'à Vn-1 V1, plus lambda 2 déterminant de V1 patati patata jusqu'à Vn-1 V2, etc. etc. jusqu'à lambda n-1 fois le déterminant de V1 patati patata jusqu'à Vn-1 Vn-1. Et maintenant, chacun de ces déterminants, vous remarquerez, ils ont deux colonnes pareilles. Donc celui-là, il y a V1 qui apparaît deux fois, celui d'après, il y aura V2 qui apparaîtra deux fois, etc. etc. Et le dernier, il y a Vn-1 qui apparaît deux fois ici. Donc en fait, tous ces déterminants, ils font nul, ils font 0, ils sont nuls, au choix. Et du coup, le déterminant de la famille VI, il fait bien 0. Donc, le déterminant d'une famille de vecteurs est non nul si et seulement si cette famille forme une base. C'est ce qui va nous permettre de résoudre l'exercice 81, où on nous donne trois familles de vecteurs dans R3, et il s'agit de déterminer si ce sont ou non des familles libres. Donc, si on va faire ça, hop là, allons-y. Donc, dans l'exercice 81, on nous donne deux familles à 3 vecteurs dans R3 et on veut savoir si elles sont libres ou pas. La première, c'est la famille UVW, où U, c'est le vecteur 1, 2, 3. Okay, c'est la première. V, c'est le vecteur 4, 5, 6. Et W, ce n'est pas le vecteur 7, 8, 9, parce que un déterminant avec des 7, des 8 et des 9, on n'en veut pas. Merci, on va prendre 2, 1, 0 plutôt. Pour déterminer si cette famille est libre, on va calculer le déterminant associé. Donc le déterminant de UVW, vous vous rappelez, quand on a une famille de vecteurs, le déterminant de UVW par définition, c'est le déterminant de la matrice obtenue en mettant UV et W en colonne, les unes à côté des autres. Donc 1, 2, 3, V c'est 4, 5, 6, et W c'est 2, 1, 0. Maintenant, ce que je vois ici, c'est que si je fais la deuxième colonne
moins 2 fois la première. On a dit que cette opération-là ne va pas changer le déterminant. Donc, si je transforme C2 en C2 moins 2C1, j'obtiens que le déterminant que je cherche, il est égal à, donc la première colonne, elle n'a pas bougé. Et par contre, la deuxième colonne, ça devient 4 moins 2, c'est-à-dire 2, 5 moins 4, c'est-à-dire 1, et 6 moins 6, c'est-à-dire 0. Et devinez quoi? C'est exactement pareil que la troisième colonne. Donc ce déterminant-là, en fait, il fait 0. Pourquoi, en fait, ça peut se voir? Donc la famille, on a obtenu que la famille UVW, elle n'est pas libre, elle est liée. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a montré que la deuxième colonne moins 2 fois la première était égale à la troisième colonne. Or, la troisième colonne, c'est W. Donc ce qu'on a obtenu, c'est que W, le vecteur W, est égal au vecteur V moins 2 fois le vecteur U. Donc le vecteur W, dans cette affaire, on pourrait considérer qu'il est en trop, puisqu'on peut l'exprimer en fonction des deux autres. C'est ce que nous dit notre calcul de déterminant. Si on regarde maintenant la deuxième famille qu'on nous donne dans l'exercice 81, alors peut-être vous n'avez pas pensé pour cette première famille, pardon, je voulais juste faire ce commentaire-là, à utiliser cette opération-là spécifique, c'est quand même un peu une astuce. Cependant, encore une fois, l'opération en question ne change pas le déterminant. Donc si vous utilisez soit la formule qu'on a donnée au début pour les matrices de taille 3, soit des opérations sur la ligne et des colonnes pour faire apparaître des zéros sur la première ligne, et que vous calculez le déterminant comme ça devrait normalement aussi vous faire 0. Donc je vous laisse faire le calcul de la façon que vous trouvez préférable, et vous trouvez normalement 0. En fait, j'ai utilisé cette astuce parce que ça nous permet de faire cette observation-là, que W, en fait, c'est égal à V moins 2. Donc ça peut être une façon de calculer un déterminant, montrer qu'il est nul en se ramenant à un déterminant où il y a deux colonnes égales. Voilà, c'était ce que je voulais dire sur ce premier exemple, pardon. Et du coup, la deuxième famille qu'on regarde, c'est la famille 1, 1, moins 1, 1, 2, 0, et moins 1, 3, 2. Donc cette fois, le déterminant associé, c'est le déterminant de la famille, de la matrice, pardon, dont la première colonne est 1, 1, moins 1, la deuxième colonne c'est 1, 2, 0, et la troisième colonne c'est moins 1, 3, 2. On va encore utiliser des opérations sur les colonnes pour simplifier ça. Donc pour faire apparaître des zéros sur la première ligne, je vois que je peux soustraire la première colonne à la deuxième. Donc C2, je le transforme en C2 moins C1. Et C3, je lui ajoute la première colonne. Je le transforme en C3 plus C1. De façon à avoir un 1, puis seulement des zéros sur la première ligne. Donc ça va me donner, la première colonne c'est toujours 1, 1, moins 1. La deuxième colonne, on a dit que je soustrais la première, donc ça me fait 1, moins 1, 0, ça c'était le but, 2, moins 1, 1, et 0, moins 1, donc ici j'obtiens 1. Fort bien. Et la dernière colonne, donc je lui ajoute la première, ça me fait 1 plus moins 1, 0, 3 plus 1, 4, et 2 plus moins 1, donc 1. Et maintenant, j'utilise la définition pour dire que ce déterminant, donc ça va être égal à moins 1 puissance 1 plus 1 fois le premier coefficient sur la première ligne, c'est-à-dire 1, fois la matrice obtenue en supprimant la première ligne et la première colonne. On va écrire en bleu foncé, c'est quand même plus lisible. Et donc cette sous-matrice obtenue en supprimant la première ligne et la première colonne, c'est la matrice 1, 1, 4, 1. Et d'un autre côté, ensuite, je vais avoir plus moins 1 puissance 1 plus 2 fois 0 fois le déterminant de la matrice obtenu en supprimant la première ligne et la deuxième colonne.
mais comme c'est fois 0, on s'en fiche, ça apparaît pas, plus moins 1 puissance 1 plus 3, fois 0, fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la première ligne et la troisième colonne, et encore une fois, ça apparaît pas dans le final, puisque le coefficient ici, c'est encore 0. Et donc, si je fais ce calcul, moins 1 puissance 1 plus 1, ça fait 1 fois 1, et le déterminant de cette matrice-là, c'est 1 fois 1 moins 1 fois 4, donc 1 moins 4, donc moins 3. Et nous, ce qui nous intéressait ici, c'est que moins 3, eh ben, ça fait pas 0, donc la famille UVW est une famille libre, donc c'est une base de R3. Donc vous voyez ici le lien entre famille libre et déterminant non nul, et on va utiliser ça pour faire l'autre lien dont je vous avais parlé, celui qui a trait aux matrices inversibles. Donc comme je vous l'avais promis, une matrice carrée est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Comment on montre ça? Donc si une matrice est inversible, on peut considérer l'application linéaire associée. Donc c'est l'application qui a un vecteur colonne x associe le produit à x. Une application dont on a déjà parlé plusieurs fois dans les cours précédents. Si A est inversible, du coup ça veut dire que l'application phi A, qui est représentée par la matrice A dans la base canonique, est bijective. Vous vous rappelez, ça aussi c'est quelque chose qu'on avait dit. Une matrice inversible donne des applications linéaires bijectives et vice-versa. Et du coup, ce qu'on avait dit aussi, c'est que si on a une application linéaire bijective, alors elle envoie une base de l'espace de départ sur une base de l'espace d'arrivée. Donc la famille image de la base canonique par phi A, c'est une base de Kn. Donc phi A de E1, phi A de E2, patati patata, phi A de En forment une base de Kn. Or, c'est qui les phi A de EI? Par définition de la matrice de phi A dans la base canonique, c'est la ième colonne de la matrice de phi A dans la base canonique. Le vecteur colonne phi A de EI, ça nous donne la ième colonne de la matrice qui représente phi A. Or, la matrice qui représente phi A, eh ben, c'est 1. Donc, ce que ça nous dit, c'est que les colonnes de A forment une base de Kn. Or, le déterminant de A, c'est le déterminant de la famille des colonnes de A. Ça, c'est une autre façon. C'est juste, on prend la matrice A et on la voit de deux façons différentes, comme une matrice ou comme une collection de n vecteurs les uns à côté des autres. Et du coup, puisque les colonnes de A forment une base, la proposition qu'on vient de voir nous dit que le déterminant doit être non nul. Donc si la matrice est inversible, alors son déterminant est non nul. Comme on le voit, on passe ici par les notions qu'on a abordées au chapitre précédent sur la représentation matricielle des applications linéaires. Il nous reste à montrer la réciproque, c'est-à-dire que si la matrice A n'est pas inversible, alors son déterminant est nul. Or, si A n'est pas inversible, ça veut dire que l'application linéaire qui lui correspond, l'application phi A, n'est pas bijective. Si l'application phi A n'est pas bijective, on a vu que puisque c'est un endomorphisme de Kn, pas bijectif, c'est pareil que pas injectif, c'est pareil que pas surjectif. Or, pas injectif pour une application linéaire, ça veut dire que son noyau n'est pas réduit à 0. C'est-à-dire qu'il existe un vecteur non nul dans le noyau. Qu'est-ce que c'est un vecteur non nul dans le noyau de phi A? C'est un vecteur x, un vecteur colonne, donc avec x1, x2, patipata, xn, ses coefficients, qui sont ses coordonnées dans la base canonique. Pas tous nuls, il y a des xi là-dedans qui sont pas nuls, sinon ce serait le vecteur nul. Et tel que ax, ça fait 0. Du coup, si on note VI les colonnes de la matrice A, et qu'on fait le produit AX, qu'est-ce que ça nous dit? Le produit AX, en fait, c'est x1 fois la première colonne de A, plus x2 fois la deuxième colonne de A, plus patati patata, plus xn fois la nème colonne de A. Si vous essayez d'écrire qui c'est le produit de la matrice A par le vecteur x, vous voyez que toute la première colonne va se retrouver multipliée par x1, toute la deuxième colonne va être multipliée par x2, toute la troisième colonne va être multipliée par x3,
etc. Toute la énième colonne est multipliée par xn et on somme tout. D'habitude, on fait ça dans l'autre sens, mais c'est une autre façon d'écrire le produit AX. Et alors, du coup, ce qu'on obtient, c'est une combinaison linéaire des colonnes de A, dont les coefficients sont les coordonnées du vecteur x. x1 v1 plus x2 v2 plus patati plus xn vn, ça fait 0. Ce que ça nous dit, c'est qu'on a une combinaison linéaire non nulle des VI qui fait 0. Autrement dit, par définition, la famille des VI, elle est liée. La famille des colonnes de A, c'est une famille liée. Et d'après ce qu'on a vu à la proposition précédente, le déterminant d'une famille liée, ça fait 0. Donc on a bien montré que si A n'est pas une matrice inversible, alors son déterminant est nul. Donc les déterminants nous permettent aussi de détecter les matrices inversibles. On verra qu'en fait on peut faire mieux que ça, on peut utiliser les déterminants pour calculer l'inverse d'une matrice. Mais c'est une autre histoire qui sera racontée une autre fois. Merci de votre attention encore une fois.